Donc ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Roland Bacon, qui est chercheur à l'Observatoire de Lyon, au CRAL. Il travaille sur les galaxies, l'extragalactique, et il a construit et participé à la construction de nombreux instruments depuis un certain nombre d'années qu'on se connaît. Il y a eu d'abord des instruments au CFH, Canada France Hawaii Telescope, qui s'appelait Tigre, puis Oasis. Ensuite, il y a eu un instrument qui s'est appelé Sauron, qui a fonctionné au télescope William Herschel aux Canaries. Et puis surtout, un instrument extraordinaire qui s'appelle MUSE, qui observe le ciel maintenant au VLT, au Very Large Telescope de l'ESO au Chili, et dont Roland est à l'origine. Donc c'est une très très belle réalisation, et il nous a présenté cet après-midi tout un tas de beaux résultats obtenus avec cet instrument. Alors ce soir, nous allons voir, je n'ai pas fini quand même parce que j'ai encore des choses à dire sur lui. Il a fait aussi du théâtre, il a participé, il a écrit des pièces et joué dans des pièces de théâtre ayant un rapport plus ou moins proche avec l'astronomie. Malheureusement, c'était à Lyon, je n'ai pas pu aller les voir, mais voilà. Il a aussi écrit un livre avec Guy Monet qui est tout juste terminé, j'ai l'impression. Il n'est pas encore sorti. Si, si. Il est sorti. Alors, tu pourras nous dire... Ouais. Bon, voilà. C'est peut-être un peu technique pour l'audience, mais voilà. Et puis, ce soir, donc, on va voir un film que Roland a réalisé sur l'instrument MUSE et sur les résultats, j'imagine un peu aussi. Et puis, ensuite, il répondra à vos questions qui seront sûrement très nombreuses. J'ai sûrement oublié des choses, mais voilà. Non. Donc, bon, merci écoute, Roland. Toi, tu as ton propre je micro. crois, oui, vous m'entendez, oui. Bonsoir. Donc, bon, juste un petit mot avant de vous laisser regarder le film. Bon, vous allez voir l'opération, ces grandes opérations, on n'a pas souvent l'occasion d'en faire. Et j'ai voulu garder la trace de ce genre de grande opération depuis le début jusqu'au premier résultat scientifique. Et c'était un peu mon idée de pouvoir mémoriser ça et pouvoir le montrer. Parce qu'en fait, quand on construit des instruments, on a la frustration, s'ils marchent, de ne pas pouvoir les montrer au public, sauf le public qui peut aller au Chili et tout ça, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, en général, on leur explique ce qu'on a fait, mais on peut rien leur montrer. Donc, je voulais retracer un peu cette aventure qui est aussi une aventure humaine, en fait. Donc voilà. Et puis, après, donc, comme on vous l'a dit, donc, on aura un débat, je répondrai à vos questions. Et puis, spécialement pour vous, je vous ai ramené quelques images nouvelles de ce qu'on a fait avec MUSE, puisque nous l'avons couplé avec un système tout à fait révolutionnaire d'optique adaptative et d'étoiles laser. Donc vous aurez la primeur de quelques images toutes fraîches. Voilà. Donc maintenant, je vais vous laisser regarder le film qui dure 35 minutes. Bien écoutez, alors je propose de prendre vos questions. Voilà. Et puis ensuite, je vous montrerai quelques images, mais on va commencer par prendre des questions. Donc vous attendez, s'il vous plaît, d'avoir le micro avant de poser vos questions pour qu'elles puissent être enregistrées en même temps. Oui, bonjour, merci beaucoup. Vous n'êtes pas, avec MUSE, pris dans un cycle de surquantité de données par rapport à l'interprétation et même au fait de réfléchir, en plus de l'interprétation de ces données? Parce que je suppose qu'à un moment donné, une autre initiative, un autre instrument va apparaître. Et voilà. Oui. Merci. Oui, effectivement, ça pose une question de ce qu'on appelle les big data ou la recherche avec les très grandes infrastructures qui sans arrêt remplacent ce qui a été fait précédemment. C'est vrai, je crois que c'est une question intéressante. Cependant, au fond, on recherche toujours à pousser les choses jusqu'aux limites, parce que c'est là où l'univers nous surprend en général. Donc il faut pousser les choses jusqu'aux limites.
Mais néanmoins, c'est vrai, il faut être prêt à assimiler l'ensemble des données. Alors pour ça, il faut du temps. C'est pour ça que ça prend du temps pour faire ce genre d'opération. Ça prend aussi du temps pour interpréter les données, les analyser et en extraire des résultats. Donc on le dit, et c'est d'autant plus vrai, la recherche, c'est sur le temps long. Donc aujourd'hui, on va me dire, mais alors c'est quoi la découverte de Muse? Les découvertes de Muse, on pourra sans doute vraiment les dire dans 10 ans. Mais bon, sur ce projet-là en particulier, nous avons voulu... on a hérité un peu de nos expériences passées, de nos réussites, mais aussi de nos échecs. Et un des échecs, ou des difficultés, disons, de ce genre d'instrumentation, c'est effectivement le volume et surtout la complexité des données. C'est pour ça qu'on a fait des grands efforts qui apparaissent un peu ici, mais pas tellement, sur la préparation et que l'instrument fournisse des données qui sont directement exploitables. Donc il y a tout un processus compliqué et nous continuons à travailler là-dessus avec aussi de façon des gens qui travaillent en mathématiques appliquées, en traitement du signal, pour extraire le maximum de ces données. Mais malgré tout, je vous donne mon avis personnel, dans la recherche, à un moment donné, il faut sortir de ces données et se poser et réfléchir un peu à ce qu'on a. Toujours, ça n'empêche pas. Oui, bravo pour ce film excellent, je trouve. Je voulais juste comprendre un peu plus, si c'était possible, les difficultés que vous avez eues sur les slicers. C'était quoi le problème? Alors, en fait, les instruments précédents que nous avions construits et qui ont été cités par Florence étaient basés sur d'autres concepts pour réorganiser la lumière. C'était sur des micro-lentilles, il y en a qui ont été faits avec des fibres. Et là, on est passé sur une nouvelle technologie qui s'appelle le slicer parce qu'elle avait un certain nombre d'intérêts évidents. D'abord plus transparente, ça permettait à Muse d'être extrêmement transparent et donc d'aller rechercher des objets très, très profonds. Et puis aussi de canaliser beaucoup d'informations dans un volume minimum en termes de détecteurs. Malgré cela, Muse a 24 détecteurs. Et donc c'est une technologie qui avait été développée, mais très peu, qui venait juste d'être développée. Et nous, on voulait en faire quelque chose de beaucoup plus grand. Voilà. Et donc au moment où on a lancé le projet, on n'était pas sûr de pouvoir le faire. Donc évidemment, on a réalisé un petit prototype. Et ce petit prototype semblait démontrer à l'ESO et à ceux qui ont financé le projet que c'était faisable. Mais entre un prototype qui était quelques pièces et faire 24 slicers, chacun composé de 48 miroirs. C'est des miroirs sphériques, hors axe, dont l'alignement respectif de chacun de ces miroirs avec des axes différents était plus petit qu'une minute d'arc. C'était extrêmement difficile. Et donc, on a cherché des tas de technologies différentes. Effectivement, à un moment donné, on est parti sur des machines pour surfacer du métal, parce qu'il y a eu beaucoup de progrès dans ces domaines-là, et ça nous semblait être une voie qui nous permettrait de réaliser ce genre de pièces sans que le coût et la durée pour les fabriquer soient exorbitants. Et en fait, ça a été un échec. Ça a été un échec, et on en est revenu à trouver une façon de polir optiquement. C'est ça, parce que seul le poli optique et la fabrication optique Mais il fallait trouver un truc, et c'est vrai que c'est une industrie française, en l'occurrence, qui a trouvé le moyen de faire ces slicers. Cette industrie, maintenant, aujourd'hui, elle a doublé son volume, et elle vend des slicers à tous les astronomes du monde entier. Donc il y a un retour technique pour ceux qui réussissent. Merci. J'ai vu dans le générique qu'il y avait le Virgo Consortium. Est-ce que vous êtes partenaire des recherches d'ondes gravitationnelles, et Muse pourrait-il servir en cas d'ondes gravitationnelles de supernovas? Parce que je ne vois pas d'autres domaines de fréquences dans lesquels puisse être utilisé. Oui.
Alors le consortium Virgo, il y a plein de consortiums Virgo en astronomie. Il ne s'agit pas de celui qui étudie les ondes gravitationnelles. C'est un consortium qui fait des simulations numériques. Et vous avez vu quelques-unes des images de simulations numériques où on voit les galaxies, le Cosmic Web. Ça sort des ordinateurs du consortium Virgo. Sur votre deuxième question, MUSE pourrait servir éventuellement à rechercher ce qu'on appelle une contrepartie. Mais pour l'instant, le champ de MUSE est très petit et l'incertitude des ondes gravitationnelles est très grande, enfin à peu près presque la moitié du ciel. Donc c'est pas encore, mais peut-être demain, quand les précisions seront plus grandes, ce sera peut-être possible d'obtenir effectivement quelque chose. Mais combien de nuits d'observation vous avez eues jusqu'à maintenant en 3 ans avec MUSE? Alors, donc, MUSE est devenu rapidement l'instrument le plus demandé du VLT. Aujourd'hui, le dernier semestre, je crois que le coefficient de pression, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que le rapport entre le nombre de nuits demandées et le nombre de nuits qui est possible d'observer était de 10, ce qui fait que ça fait 1 heureux sur 9 malheureux. Alors nous, on est un peu privilégiés parce qu'on a construit l'instrument, donc on a du temps, ce qu'on appelle garanti. Donc on avait 255 nuits. Pour utiliser l'instrument, on a utilisé la moitié. Mais l'instrument est utilisé pratiquement tout le temps, spécialement lorsque la Lune n'est pas là, donc la moitié du temps et un peu plus parce que certains domaines maintenant peuvent, notamment les études sur les amas globulaires, choses comme ça qui sont faites avec MUSE, peuvent être faites lorsqu'il y a de la Lune. Donc voilà. Donc, et le VLT, voilà. Même s'il a fait un peu moins beau cette année, quand même, il fait beau quand même. Le prix? Le prix, c'est ça? Oui. Donc le prix de l'instrument, alors je ne parle pas de VLT. VLT, c'est 1 milliard d'euros à peu près. Le prix de l'instrument lui-même, donc on compte la moitié à peu près pour la construction, donc cette moitié est allée vers les industriels, et l'autre moitié c'est le manpower, c'est-à-dire les gens qu'il a fallu faire travailler, les ingénieurs et techniciens. En général, on ne compte pas les chercheurs, car les chercheurs ne coûtent rien, ils sont gratuits, c'est bien connu. Donc c'est 21 millions d'euros. Voilà. Donc ça. Alors certains trouvent cher, certains trouvent pas cher. D'autres questions? Tu avais des petites choses à nous montrer en plus ou... Oui, je peux. Pendant que les gens réfléchissent aux questions. Oui, bonsoir, ma question va peut-être être naïve et il est peut-être trop tôt pour y répondre, mais est-ce que vous avez déjà remarqué entre les galaxies les plus lointaines, donc les plus anciennes, par rapport aux plus proches, une différence linéaire, on va dire, de composition dans le spectre, ou est-ce que tout ça est réparti de façon extrêmement aléatoire? Ah non, on connaît quand même un certain nombre de choses. On sait que les galaxies évoluent dans le temps et que leur composition chimique et les processus qui ont eu lieu au moment de la formation de ces galaxies et du processus couramment admis de fusion des galaxies entre elles font qu'il s'est passé beaucoup de choses. Donc, c'est Yu Shea qui le dit. Il y a un moment donné dans l'univers où les galaxies étaient très actives. Il se passait énormément de choses. Aujourd'hui, elles se sont un peu calmées. C'était une enfance un peu tumultueuse. Et donc, il y a eu énormément d'échanges avec le milieu, d'explosions. Il y a eu une première génération d'étoiles qui a rejeté beaucoup de gaz dans le milieu. Elles étaient toutes petites et elles ont fusionné entre elles, etc. Et ça, on le voit, évidemment. On le voit et on essaie de le comprendre. Ah oui, Multi-Unit Spectroscopic Explorer. Et on avait trouvé, on donne toujours des noms, j'ai toujours donné des noms à mes instruments.
c'est plus facile. Bon, voilà. Quand on passe 13 ans avec, il vaut mieux qu'il ait un nom intéressant. Et Muse, c'était un nom qui fonctionnait bien. D'abord, il dit la même chose dans différentes langues, notamment en anglais. Et c'est la seule science qui est une muse, c'est l'astronomie. Elle s'appelle Uranie. Il y a la science, il y a Clio, il y a les différentes muses, etc. Mais c'est la seule qui est une muse, donc c'était bien. Et donc ça nous a inspiré. Et en anglais, on dit même musing, ce qui veut dire flâner. Bon, pas vraiment, en fait, on a quand même pas mal de travail. Ouais, non, on a eu pas mal de travail. Imaginons qu'en 2013, il y a eu une catastrophe et qu'il y a eu un tremblement de terre au Chili. Ouais. Le VLT n'existe plus. Est-ce que cet instrument, vous auriez pu le mettre, par exemple, sur le Keck ou sur un autre gros télescope? Ou est-ce qu'il est fabriqué spécifiquement pour un télescope donné? Alors, pour le Keck, le problème de Muse, c'est que c'est un très gros instrument. Hein, ça ne vous a pas échappé. Et donc, il faut la plateforme du foyer sur lequel on a posé Muse, qui est une plateforme Nasmyth, a dû être agrandie. Et pourtant, le VLT est celui qui a les plus grandes plateformes. Elle a dû être agrandie pour qu'on puisse poser Muse dedans. Le Keck a, sauf erreur, des plateformes qui sont relativement petites. Et donc, ça poserait quelques problèmes. Mais pour le moment, peut-être pas impossible. On a fait Muse sur le VLT d'abord parce que c'est notre télescope, nous, Européens. C'est aussi parce qu'il y avait à côté, et ça fera peut-être la transition, un projet sur lequel on devait coupler Muse avec un système qui allait améliorer la qualité d'image du télescope, qui est ce qu'on appelle l'optique adaptative. Je vais vous montrer un petit peu. Transition habile. Voilà ce que nous en avons fait. Donc en fait, en 2001, quand on a commencé à réfléchir au projet, il était clair qu'un des aspects finalement importants de Muse, c'est la qualité d'image. C'est pour ça qu'on les met sur. On va observer dans des sites où l'air est particulièrement calme, où ce qu'on appelle la turbulence est bonne, et l'air est à la fois transparent, mais aussi les images qui sont de bonne qualité. Donc un site, la construction d'un même télescope dans différents sites peut conduire à des beaux résultats scientifiques ou à des échecs. Donc le choix du site est très important. Donc Paranal est l'un des meilleurs sites. Hawaï est également un site excellent. Mais en fait, malgré tout, il faut traverser l'atmosphère. Et donc les images sont brouillées, les derniers millisecondes où elles traversent l'atmosphère, l'image est brouillée, elle n'est pas aussi nette que si on pouvait la voir en dehors, comme le fait le télescope spatial Hubble. Pourquoi le télescope spatial Hubble a eu tant de succès? Il nous a permis d'apprendre tant de choses. C'était essentiellement, c'est parce qu'il n'y a pas d'atmosphère. Et le fait qu'il n'y ait pas d'atmosphère, il y a deux points. D'une part, il y a une partie du spectre électromagnétique qui est absorbé, qu'on ne voit jamais ici sur Terre, l'ultraviolet lointain, heureusement pour nous d'ailleurs, mais aussi certaines parties de l'infrarouge. Donc on ne voit qu'une petite partie du spectre qui traverse l'atmosphère. Donc ça, c'est le premier effet. Mais le deuxième effet, c'est que les images, comme je disais, sont brouillées. Et le télescope spatial Hubble, il était en dehors de cette atmosphère, donc il a fait des images qui avaient une très, très grande qualité. Et ça a été la clé pour beaucoup de choses. Donc la motivation, c'est, malgré tout, on ne peut pas tout envoyer dans l'espace, parce que c'est très cher, parce que souvent ça ne se répare pas, même si Hubble, on a essayé de réparer lorsqu'il y a un problème. Et puis le volume qu'on peut y mettre est limité, parce qu'en fait, le poids est contraint quand on envoie quelque chose dans l'espace. Donc il y a une complémentarité entre ce qui se passe dans l'espace et ce qui se passe au sol. Les deux systèmes se développent en parallèle et on construit aujourd'hui des télescopes de plus en plus grands. Le prochain qui est à venir est un télescope de 39 mètres
qui sera construit par l'ESO au Paranal. Donc on n'imagine pas aujourd'hui de mettre un télescope de 39 mètres dans l'espace. Donc il y a la puissance de télescopes de plus en plus grands, et puis il y a ce qui se passe à l'espace. Mais on voudrait malgré tout se libérer en partie de l'atmosphère, et pour ça, depuis maintenant assez longtemps, hein, je pense que, je ne saurais pas dire exactement, mais au moins 30 ans, l'optique adaptative, le principe en est connu, a été développé initialement par les militaires et puis repris par l'astronomie, est une façon de corriger des effets néfastes dus à la turbulence. Donc le principe est le suivant. Vous observez un endroit du ciel et vous allez regarder une étoile de référence, une étoile très brillante. Et vous allez analyser la lumière de cette étoile. Donc vous savez que cette étoile devrait être un objet très petit, mais en fait il arrive, si vous l'analysez très vite, à peu près 1000 fois par seconde, vous voyez que l'image sur votre détecteur, elle bouge, elle se déforme. Donc c'est comme si on avait un télescope qui se déformait, enfin c'est l'effet produit par l'atmosphère. Si on peut mesurer ça et qu'on envoie la correction qu'il faut pour corriger ce qu'on appelle l'onde, on va à un miroir qui pourrait se déformer de façon inverse. Eh bien, on inverse le problème et on fait comme si la lumière n'avait pas traversé l'atmosphère. Donc ça, c'est sur le papier. Ça marche assez bien, mais ça a plusieurs contraintes. D'une part, c'est jamais parfait. Donc on ne sait pas aussi bien quand même que se mettre dans l'espace, mais ça permet d'améliorer de façon spectaculaire la qualité d'image. Mais pour cela, il faut observer une étoile de référence très très brillante, parce qu'il faut analyser 1000 fois par seconde la lumière. Donc il faut qu'il y ait suffisamment de photons qui arrivent toutes les secondes pour pouvoir faire cette analyse. Et puis, l'atmosphère, c'est une espèce de... La turbulence de l'atmosphère, c'est comme un peu une casserole d'eau qui bout. Voilà. Donc il y a des bulles. Voilà. Et donc, si vous regardez, essayez d'analyser ce qui se passe à un endroit et puis regardez ce qui se passe ailleurs, il n'y a pas de corrélation, ce n'est pas lié. Donc pour corriger de ce qui se passe près de la galaxie ou le champ qui vous intéresse, vous avez obligé de regarder tout près. Donc une des limitations assez importante de ce système, c'est que des étoiles brillantes dans le ciel, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, notamment, quand on veut observer les galaxies les plus lointaines, le champ de Hubble a été choisi à un endroit où il n'y avait spécialement pas d'étoiles brillantes, pour éviter d'avoir de la lumière diffusée, des choses comme ça. Donc ces champs-là étaient a priori interdits de faire de l'optique adaptative. Alors, récemment, est venue l'idée de créer des étoiles artificielles. Donc on crée des étoiles artificielles. Pour cela, on va exciter la couche de sodium qui est à 100 km dans la haute atmosphère, c'est-à-dire pratiquement 99% de l'atmosphère est en dessous. Et cette couche de sodium qui est là depuis la création de la Terre, on peut l'exciter, si on l'excite à la bonne fréquence, à la fréquence des atomes du sodium, on peut allumer en quelque sorte une source. On crée ce qu'on appelle une étoile artificielle laser. Et donc, on peut faire ça près de l'endroit qu'on observe, en construisant des lasers suffisamment puissants et en analysant la lumière en retour. Donc, en 2001, je reboucle mon histoire qui est un peu longue, je suis désolé, il y avait ça en projet. Il y avait ça en projet et on avait déjà fait une expérience avant, un autre instrument qui s'appelait Oasis avec l'optique adaptative, mais ça n'avait pas bien fonctionné parce que l'optique adaptative, à cette époque-là, justement, ne possédait pas d'étoiles laser. Et donc, ce n'était pas tout à fait mûr. Mais là, les choses ont beaucoup mûri. Et donc, on a décidé de coupler ces deux projets, c'est-à-dire de faire que MUSE puisse fonctionner avec le système d'optique adaptative très ambitieux
qui est construit par les eaux, et à un moment donné, ils les mettent ensemble. Mais comme c'était deux systèmes très compliqués, on a décidé de ne pas les mettre complètement en phase. Et donc, au départ, le petit adaptatif devait arriver, selon les gens qui le construisaient, pratiquement avant Muse. Moi, j'avais parié une caisse de champagne que ça ne serait pas, donc j'ai gagné une caisse de champagne. Et donc, Muse est arrivé, le petit adaptatif n'était pas tout à fait prête. Donc, ça fait quelques années qu'on l'exploite, et maintenant, le petit adaptatif est là. Et nous avons couplé ces deux systèmes très compliqués ensemble. Et j'étais donc à Paranal, au Chili, au mois de juin et au mois de juillet pour faire les tests de l'ensemble. Et les tests sont concluants. Je vais vous montrer quelques-uns des résultats. Et je repars à la fin de la semaine prochaine au Chili pour faire cette fois-ci des observations de l'ensemble du système, des observations scientifiques. Alors, quand on construit un système d'optique adaptative, on est normalement obligé, ce qu'on appelle, de réimager le champ. C'est un système assez compliqué où on met des tas de miroirs pour réimager le champ, la pupille, et pour pouvoir mettre un petit miroir qui va pouvoir se déformer en temps réel. Ça a un inconvénient de faire comme ça, c'est qu'on rajoute des systèmes optiques très compliqués, et au bout d'un moment, on absorbe beaucoup de lumière. Et la lumière qu'on renvoie dans l'instrument, eh bien, on a perdu beaucoup de photons. Or, avec le projet Muse, c'était d'aller observer les galaxies aussi distantes que possible, et donc il fallait ne pas perdre de lumière. Et donc le système d'optique adaptative qui a été développé par l'ESO, ça a été de transformer le VLT, un des VLT, l'UT4, le quatrième, qui s'appelle le Yepun, en un système adaptatif lui-même. C'est-à-dire que le miroir déformable a remplacé le miroir secondaire. Vous le voyez, je n'ai pas pris de pointeur. Ah, c'est un pointeur, ça, peut-être. Oui, c'est un laser, mais il est moins puissant que ceux qu'on a là-bas, mais il marche quand même. Alors, donc, le miroir, donc ça, c'est le miroir secondaire du VLT. Donc, le VLT, il y a le miroir primaire de 8 mètres de diamètre, et puis un miroir secondaire qui fait à peu près 1 mètre, un peu plus d'1 mètre de diamètre, vous le voyez ici. Voilà. Alors ce miroir, il a été transformé donc en un miroir adaptatif, c'était un miroir dans lequel il y a 1000 actuateurs, 1000 petites pièces qui vont pouvoir se déplacer. Et le miroir lui-même est mince, mais mince comme une feuille de cigarette. C'est-à-dire que ce miroir qui fait 1 mètre, il fait 1,8 mm d'épaisseur. C'est-à-dire vous soufflez dessus, il se casse. Donc c'est quand même un objet technologique assez extraordinaire. Donc il a été construit, testé, avec tout le système qu'il faut pour le contrôler et le commander. Il a été envoyé au Chili. Le quatrième, donc l'UT4, a été arrêté pendant 15 jours, et ils ont monté ce miroir-là à la place du miroir d'origine. Un des trucs compliqués, c'est que c'est un miroir qui est donc convexe, comme ça, et qui en plus, donc, il doit se déformer à peu près, oui, j'avais dit 1000 fois par seconde, donc très très rapidement. Et là, en fait, il est en lévitation. C'est-à-dire que les actuateurs sont des actuateurs magnétiques qui ne touchent pas le miroir est attaché, et il se déforme. Donc on a une pièce comme ça qui est en lévitation et qui se déforme 1000 fois par seconde. Donc ça, c'est un des premiers éléments de cette machine technologique assez extraordinaire. Le deuxième élément, ce sont les 4 étoiles laser, les 4 lasers ici, des lasers de puissance, 20 watts pulsés. Ce laser ici, il doit faire, je ne sais pas, 1 milliwatt. Là, on a 20 watts pulsés, on en a 4, et qui sont accordés à la fréquence du sodium. Le système qui est utilisé, pourquoi on en met 4 ? On en met 4 parce qu'on va faire ce qu'on appelle de la tomographie. C'est-à-dire qu'on veut corriger de la turbulence, on veut corriger le volume de turbulence qu'il y a entre
le télescope et la partie du ciel qu'on observe. Et ça, si on corrige ce volume plutôt que juste sur une ligne avec un seul laser, on va pouvoir corriger la qualité d'image sur tout un champ, sur tout le champ de Muse. Donc on fait de la tomographie, un peu comme on le fait quand on analyse ce qui se passe dans le corps. On a plusieurs éléments de mesure et on peut reconstituer comme ça en 3D ce qui se passe dans le corps. Là, on le fait dans l'atmosphère. Donc on a ces 4 étoiles laser. Et voilà. Alors à quoi ça ressemble? Donc, alors, un dernier élément, c'est que vous avez les lasers, vous avez les miroirs, mais maintenant il faut l'analyseur. Et donc l'analyseur, c'est un système ici qui a été monté. Alors dans Muse, on avait prévu de laisser un petit espace qui était ici. Il n'y avait pas grand-chose, à peu près ça. Donc ils ont monté ce système dans lequel il y a ce qu'on appelle les analyseurs de front d'onde, c'est-à-dire c'est des analyseurs qui vont analyser les images laser, les images d'étoiles et tout ça, corriger en temps réel, calculer en temps réel ce qu'il faut envoyer au télescope pour que l'ensemble fonctionne. Donc juin et juillet, nous étions à Paranal pour jouer avec. Et moi, je vous garantis qu'on s'est bien amusé. Hein. Donc ça ressemble à ça quand vous êtes sur la plateforme. Donc c'est des photos que j'ai faites. Donc sur la plateforme, vous avez une espèce de Star Wars, un peu, hein, très puissant, très impressionnant à voir. C'est extrêmement spectaculaire. Là, la photo est prise depuis l'intérieur du télescope. Vous voyez les 4 étoiles laser qui semblent converger. Et puis, ici, vous avez Muse. Là, vous voyez une autre vue, où vous voyez mieux Muse, tel que vous l'avez vu dans le film, mais cette fois-ci, on a les 4 faisceaux laser qui partent, etc. Quelle est la largeur du laser au départ? Ça doit être la laser, il passe par des fibres, donc ça doit être l'élément de la fibre, donc c'est très petit. Alors là, voilà, c'est une nuit à Paranal. Maintenant. Donc à Paranal, on disait le ciel est noir. Mais à Paranal, c'est fini, le ciel n'est plus noir. Le ciel. Donc vous voyez, là, la lune commence à se lever. Et ça n'empêche pas de marcher. Voilà, alors on change d'endroit, le télescope pointe, ensuite on suit. Voilà. Donc typiquement... Une nuit à Paranal. Quand vous êtes dans la salle de contrôle, c'est ça que vous voyez. Vous voyez ici le miroir, représentation du miroir déformable, donc vous voyez qu'il est en train de se déformer en temps réel. Bon, là, c'est évidemment pas 1000 fois par seconde, c'est juste pour vous donner l'impression. Vous voyez ici les 4 tranches d'ananas, ce sont les 4 étoiles laser qu'on étudie en temps réel et qui nous servent. Alors, les étoiles laser donnent beaucoup de flux. Donc on peut faire beaucoup d'analyses dessus, ça qui permet d'envoyer ce qu'on appelle les ordres, la déformation rapide de l'atmosphère. Et puis il y a une déformation que ne corrigent pas les lasers, parce que la lumière laser fait l'aller et retour, et donc il y a un élément, s'il y a ce qu'on appelle le tilt, on ne peut pas le corriger parce qu'elle part comme ça, elle revient comme ça, donc ça on ne peut pas le corriger. Donc ça on utilise une étoile très faible de référence, mais là il y en a beaucoup, on peut prendre des étoiles très faibles. Et c'est l'étoile qu'on voit ici. Voilà. Donc vous regardez ça et puis vous observez ce qui se passe. Alors qu'avons-nous fait? Alors en fait, on s'est mis sur certains champs et puis on a envoyé le laser, on a fermé ce qu'on appelle la boucle du système d'optique adaptative avec Muse sur des systèmes où on avait des étoiles, on pouvait mesurer ce qui se passait. Puis on a fait ça avant, après, etc. On a passé son temps à faire ça. Et on peut voir ici, donc c'est une espèce de mesure simplifiée de la qualité d'image. Hein. Donc vous voyez ici, c'est autour de ce qu'on appelle une arc-seconde, c'est notre moyen à nous de mesurer la qualité d'image. Une arc-seconde, c'est un bon site, mais pas extraordinaire. Hein. La médiane ici, c'est 0,8, c'est ce qui est en général à Paranal. Et d'ailleurs, c'est ce que vous voyez, ce qui se passe lorsque la boucle est ouverte. Et quand vous fermez la boucle, eh bien, le système tombe à 0,4 arc-seconde, c'est-à-dire la moitié, ça ne paraît pas beaucoup, mais 0,4 secondes,
dans ce domaine de longueur d'onde-là, vous ne le voyez jamais à Parnell. Vous le voyez de temps en temps pendant quelques minutes et puis terminé. Parce que là, c'est systématique. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne des résultats intéressants, mais pour vous montrer, ici, dans une image d'une nébuleuse planétaire. Donc, c'est du gaz chaud qui a été éjecté par une étoile. Et donc, l'étoile, le rayonnement ultraviolet excite le gaz qui rayonne à nouveau. Donc, c'est des objets spectaculaires que vous connaissez sûrement. Et donc, là, on a fait une image. Et ça, c'est la mesure de la qualité d'image qui était dans un... C'était quoi 0,9 arc-seconde, donc 1 arc-seconde. Donc, pas extraordinaire. Hein. Malheureusement, quand on a observé, la qualité d'image n'était pas extraordinaire, mais c'était comme ça. Et donc, c'est intéressant parce que vous voyez, donc c'est un zoom ici, je vous montre ici, parce que ce zoom, c'est une petite région qui est par là, et dans laquelle il y a beaucoup d'étoiles. Quand vous fermez la boucle du système, voilà, alors je vais le repasser pour que vous puissiez le voir un peu plus. Voilà. Alors, observez bien, par exemple, cette partie-là. Vous voyez cette partie-là, il y a beaucoup d'étoiles. Alors, on va essayer d'en regarder une, par exemple. Voilà. Alors, est-ce que j'ai... Alors, là, par exemple, il y avait une étoile. Ah, zut, je ne suis pas allé dans le bon sens. Voilà. Là, il y a une étoile. Là, il y en a même une faible ici. Et vous voyez qu'on ne les voit pas du tout. Voilà. Donc ça vous montre bien qu'en fait, quand vous avez une meilleure qualité d'image, vous concentrez la lumière des étoiles. Et donc, les étoiles qui étaient faibles, vous commencez à les voir. Et donc ça, on va le faire maintenant avec des galaxies également, les galaxies les plus lointaines. Donc ça nous permet de reculer les limites de l'observation grâce à ça. Et puis, sur les grandes structures, comme le gaz, etc., vous voyez aussi beaucoup plus de détails. Donc voilà, donc c'était juste, je voulais vous montrer ça parce que je trouve que c'est assez spectaculaire. Et c'est une deuxième vie pour MUSE. Merci beaucoup. Une toute dernière question peut-être? Il commence à être tard. Non? Oui? Allez, une dernière. Les 3 autres télescopes, ils font pas la gueule quand vous éclairez comme ça avec vos lasers? Alors, on a un système d'anticollision, c'est-à-dire que quand on observe un champ, il ne faut évidemment pas qu'ils ne peuvent pas observer dans la même région, parce que, sauf ces instruments qui observent dans l'infrarouge, le laser rayonne dans le jaune, et donc ceux qui observent dans l'infrarouge ne sont pas gênés. Eh bien, merci beaucoup, Roland. Merci. Et puis, bonne soirée.